Attention, disclaimer. Si vous faites partie de cette catégorie de personnes qui pensent tout ce que les médias de finance leur disent et que l'investissement préféré des Français est le livret A et que vous souhaitez perdre absolument tout votre argent dans ce type d'investissement et de médias, alors je vous invite immédiatement à prendre votre téléphone et le jeter à la poubelle afin de quitter ce podcast au plus vite. Voilà, maintenant que ça c'est dit, nous pouvons commencer. Bonjour à tous, c'est le Passeur. Alors, aujourd'hui dans ce podcast, donc ça va être la partie 2 du premier podcast que j'ai fait sur le déclin de l'Occident. Donc dans le premier podcast, j'avais parlé des causes principales du déclin de l'Occident, que j'avais pas mal développé. Le fait que ce soit lié aussi au pouvoir des hommes politiques qui prennent des décisions et qu'en fait, au final, il y a un espèce de système qui s'auto-alimente, qui s'auto-protège et qui verrouille en fait toutes ces décisions-là. Et ce système fonctionne en utilisant donc les influences des politiques, des milliardaires et des médias qui protègent entre eux, qui protègent leurs intérêts et fonctionnent ensemble pour s'élever. Et qui vampirisent au final les populations, parce que ce serait pas un problème s'ils étaient là pour justement faire le bien et essayer de réarranger les problèmes qu'on rencontre actuellement. Donc voilà, j'avais développé un petit peu tout ça. On s'était arrêté sur la notion donc des milliardaires. J'ai donné un peu des ordres de grandeur pour donner une idée de ce que ça représente, 1 milliard d'euros, parce que c'est des chiffres qu'on n'arrivera pas forcément à se représenter soi-même en termes de capitaux financiers. Et sachant qu'en plus, les milliardaires français, ils possèdent plusieurs milliards. Donc c'est vraiment des choses absolument monstrueuses. Donc c'est des gens qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de pouvoir et qui utilisent les hommes politiques. En fait, les hommes politiques et les milliardaires s'utilisent mutuellement pour servir leurs intérêts au final. Et voilà. Et donc, j'en étais là. Aujourd'hui, on va parler en fait de plus l'aspect financier qui nous concerne et avec lequel on va pouvoir avoir un levier, une marge de manœuvre sur cette situation à l'échelle individuelle. Et, et on va voir en fait quel est ce levier. Donc, le point commun qu'ils ont, tous ces gens-là dont je viens de parler, les hommes politiques, les médias, les milliardaires, tout ça, leur point commun, c'est qu'ils sont en fait tous actionnaires d'entreprises. On va voir tout ça. C'est des notions qui peuvent paraître assez basiques, mais que j'aime bien revoir en profondeur, même pour les gens qui les connaissent déjà assez bien, parce que voilà, ça fait jamais de mal. Et on va voir un petit peu en quoi c'est un problème que ces gens-là soient tous actionnaires, et qu'est-ce qu'on peut faire pour résoudre ce problème. Donc, le fait d'être actionnaire, ça va vous assurer une protection contre l'inflation, en fait. Parce qu'une action, c'est quoi? Une action, c'est un titre d'entreprise, c'est une part d'entreprise, en fait. C'est la propriété d'une entreprise qui est associée à une action en bourse. Donc, une entreprise qui émet 20 actions, si vous achetez une action de l'entreprise, vous possédez 1/20 de l'entreprise. L'entreprise qui est une personne morale, donc c'est une entité qui produit de la valeur. Et donc, le cheat ultime de l'actionnaire en bourse, c'est que celui qui détient une action en bourse, donc qui détient cette part d'entreprise, il détient aussi l'excédent de valeur ajoutée qui est associé à cette entreprise. Donc on va revenir aux bases de la finance pour bien comprendre ce phénomène. L'argent, il est arrivé à partir du moment où l'être humain il a commencé à produire un excédent de matières premières. Ça s'est passé avant l'ère industrielle. Et donc, en moyenne, avant l'ère industrielle, les paysans, ils produisaient suffisamment de récoltes pour nourrir 1,5 personnes. C'est pour ça que la récolte, le fait de cultiver des terres, c'était rentable parce qu'on pouvait nourrir plus d'une personne. Et donc, on avait moins besoin de force de travail qu'à la chasse, par exemple, et tout ça, pour se nourrir.
Donc le paysan, il se nourrissait d'abord lui-même, et ensuite il conservait un excédent de nourriture en stock. Il pouvait nourrir ses familles aussi. Enfin, 1,5 personnes, c'est une moyenne, évidemment. Mais donc il pouvait aussi nourrir sa famille, et le reste, il le conservait en stock. Et c'est là que l'argent intervient. L'argent, il est arrivé à ce moment-là pour quantifier cette valeur excédentaire qui a été stockée, en fait. Cet excédent de ressources qu'il a stocké. Ça lui a permis donc de quantifier les échanges et d'être précis par rapport aux valeurs qui circulent. C'est-à-dire avant cet argent, on faisait du troc, mais on n'avait pas vraiment de valeur de référence pour savoir contre quoi on échange une tonne de blé, par exemple. Et quand l'argent est arrivé, on savait précisément combien de blé il fallait produire pour obtenir une vache, par exemple. Si le paysan doit acheter une vache, il sait exactement quel effort il va devoir faire, en fait, quel effort il va devoir fournir pour obtenir ce bien-là. L'argent, c'est donc un état intermédiaire d'un bien lors d'un échange. Il sert donc à quantifier la valeur d'un bien et l'exprimer sous une autre unité qui permettra la conversion de la valeur d'un bien en un autre. Bon, c'est un peu compliqué. Pour résumer ça, donc, l'argent, c'est une unité de conversion de la valeur. Et elle est associée, du coup, à la quantité de travail que ce paysan-là, par exemple, il a dû fournir, que chaque individu doit fournir pour obtenir cette valeur. Et par exemple, le paysan feignant qui produira que pour 1,3 personnes, il aura moins d'excédent de valeur ajoutée, donc il sera moins riche parce qu'il a fourni moins d'efforts. Donc c'est une notion qui est associée à une notion d'équité. L'argent, c'est l'équité au sens de ce qui est équitable. Mon efficacité au travail est corrélée à ma rémunération. Je fais des efforts, donc je gagne plus d'argent. Sauf que vous comprenez bien qu'avec la révolution industrielle, l'arrivée de la machine et de l'automatisation, tout ça, ça a décuplé la production dans tous les domaines, en fait. Chaque être humain est devenu beaucoup plus productif, a beaucoup plus de force de travail dans chaque domaine. Donc, chaque être humain est très très efficace, en fait. Maintenant, c'est-à-dire que tout le monde apporte énormément de valeur ajoutée. Donc, tout le monde devrait être très riche, si on suit la logique. Parce que tout le monde apporte beaucoup plus de valeur ajoutée. Il y a besoin de beaucoup moins de paysans pour produire autant que ce qu'on produisait avant avec moins d'hommes. Sauf que c'est pas le cas, en fait. Tout le monde est pas très très riche. Certes, le niveau de vie moyen de la population, il a augmenté par rapport à celui d'avant la révolution industrielle, mais il n'a pas augmenté d'autant qu'il le devrait. Et ça, c'est à cause d'un phénomène. C'est à cause du phénomène de la disparition de l'équité monétaire dont je viens de parler. Et cette équité monétaire est en train de disparaître. Je vous ai dit à l'instant que l'efficacité au travail est corrélée à ma rémunération. Aujourd'hui, c'est plus vrai, car en fait, ces deux phénomènes sont entrés en jeu, c'est-à-dire l'État et les actionnaires. Premièrement, il y a l'État. L'État, il vous permet de vivre plutôt confortablement avec un toit, de la nourriture, des loisirs, même si vous êtes assez peu productif et que au final vous êtes payé au SMIC. Ou, encore pire, si vous avez un grand nombre d'allocations, vous pouvez être tout à fait confortable même sans travailler. Et ça donne que certaines personnes gagnent plus d'argent en allocation que certaines personnes qui travaillent. Par exemple, il y a des familles assez nombreuses de personnes qui arrêtent de travailler parce qu'elles se rendent compte qu'en fait, elles gagneraient plus à ne pas travailler plutôt que l'inverse. Donc, mon travail est décorrélé de ma rémunération. Et l'équité monétaire est rompue, car l'État m'encourage artificiellement à ne pas faire d'efforts au final. Et c'est pas équitable pour ceux qui travaillent et qui n'ont pas de différence notable de rémunération par rapport à ces gens-là qui ont plus besoin de travailler grâce à l'État. Et on peut prendre le problème aussi dans le sens inverse. C'est-à-dire que plus je suis récompensé pour ma valeur ajoutée, moins l'État m'encourage à faire plus d'efforts en me prélevant
toujours plus de ma rémunération. Par exemple, si je crée une entreprise qui commence à fonctionner de mieux en mieux, et ben l'État va prendre de plus en plus de parts de cette valeur ajoutée. Et donc, il va m'encourager au final à pas forcément faire plus d'efforts parce que je vais être plus vampirisé par l'État en fait. À l'époque, on n'avait pas autant d'impôts qu'aujourd'hui, hein. À l'époque, c'était avant l'ère industrielle, je parle d'avant tout ça. C'était de l'ordre de 2 à 10% seulement. Et il y avait aussi beaucoup moins d'inflation à l'échelle globale. C'était plutôt une inflation locale. Par exemple, quand il y avait une famine ou quand il y avait, par exemple, la peste ou des épidémies, là, on ressentait une inflation, mais il n'y avait pas d'inflation systémique constante comme on le voit actuellement, en fait. Et en second acteur de cette disparition d'équité monétaire, on a aussi les actionnaires. Et il y a deux types d'actionnaires. Il y a les actionnaires qui possèdent les parts de l'entreprise qu'ils ont créées eux-mêmes, car elle leur appartient toujours. Et il y a les actionnaires aussi qui sont là, car ils ont réussi à acquérir des parts de l'entreprise par un moyen X ou Y, sans avoir créé eux-mêmes l'entreprise. Et il y a beaucoup plus d'actionnaires qui sont dans ce cas-là que d'actionnaires qui ont créé eux-mêmes une entreprise. Et vous savez que, tout comme le paysan du XIVe siècle produit un excédent de récolte, l'entreprise produit elle aussi un excédent de valeur ajoutée. C'est-à-dire qu'elle produit plus que ce qu'il lui faut pour payer ses salariés, ses machines, ses matières premières et les services auxquels elle a recours pour son activité. Une entreprise rentable, donc, c'est une entreprise qui produit un excédent. Et sans excédent, en fait, elle doit emprunter pour couvrir ses charges et ça devient un cercle vicieux et elle finit par couler, en fait. Donc, une entreprise qui n'est pas rentable, c'est pas une entreprise qui dure, donc c'est pas une entreprise, en fait. C'est une association ou c'est autre chose. L'objectif de l'entreprise, c'est d'être rentable, donc de produire un excédent de valeur ajoutée. Et cet excédent-là, il va d'abord dans la trésorerie de l'entreprise, qui peut lui servir à tout moment en cas de problème, pour amortir une situation un peu de creux où elle a moins de clients. Mais la trésorerie, elle a des limites aussi, et puis il y a un moment à partir duquel ça sert à rien de la remplir plus que ce qu'elle est déjà. Et du coup, cet excédent de valeur ajoutée, il est toujours là, il arrive tous les mois, et en fait, il est reversé sous forme de dividendes aux actionnaires, à ceux qui ont créé l'entreprise et ceux qui ont donc acquis des actions par divers moyens. Et ça, c'est malin de la part de l'entreprise, car plus elle va émettre de dividendes, donc plus elle va redistribuer sa valeur ajoutée à ses actionnaires, plus elle va être attractive aux yeux d'autres actionnaires qui viennent de l'extérieur. Et donc, il va y avoir plus d'investisseurs qui vont s'intéresser à cette entreprise. Donc, il y aura plus de demandes aussi sur chaque action de l'entreprise. Et au final, tout ça, ça va faire monter le cours de l'action, ça va faire monter la valeur de l'entreprise. Et le fait que l'action monte, que l'action prenne de la valeur, c'est un avantage considérable pour l'entreprise elle-même, car en cas de période difficile, ou de trésorerie assez faible, ou une baisse de clients, ou une crise, elle peut émettre de nouveaux titres d'action, c'est-à-dire qu'elle vend de nouvelles parts d'elle-même en fait. Elle vend sa propriété. Elle pourra les vendre plus cher parce que l'action aura bien monté. Et en fait, ça fait une réserve de valeur pour l'entreprise. Sa capitalisation boursière, c'est une réserve de valeur pour l'entreprise qui peut servir à re-remplir sa trésorerie en cas de période difficile. Et il y a certaines entreprises qui décident de réinvestir directement leurs dividendes dans leurs actions. Ce qui fait que ça fait augmenter le cours de l'action par augmentation de la demande. Parce que du coup, on va avoir un gros volume d'actions qui va être acheté par l'entreprise elle-même. Donc, une raréfication de l'action. Donc, ça va aussi augmenter. Donc, une entreprise qui verse pas forcément de dividendes, mais qui est rentable, va aussi voir son cours de bourse augmenter. Donc, ça revient plus ou moins au même pour les investisseurs, dividendes ou pas dividendes. En fonction de comment l'entreprise gère sa valeur, son excédent de valeur, évidemment, mais voilà. Et je dis pas simplement que l'actionnaire est acteur de la disparition de l'équité monétaire par pure et simple jalousie. Je le dis car sa valeur ajoutée dans l'entreprise
à l'actionnaire, elle est négligeable face à celle d'un simple salarié. Un salarié qui vit pour l'entreprise, vraiment. Et je parle pas du président de l'entreprise, en parlant d'actionnaire, qui, lui, il prend des décisions stratégiques à valeur ajoutée énorme pour l'entreprise. D'ailleurs, il est souvent lui-même actionnaire de sa propre entreprise. Il est actionnaire et salarié, le président. Enfin, plutôt le directeur général. Le président, c'est plutôt généralement l'actionnaire majoritaire et celui qui a créé l'entreprise. Donc c'est pour ça que des fois on parle de PDG, parce qu'il fait à la fois le rôle de celui qui possède en majorité la boîte, donc c'est l'actionnaire majoritaire, et le rôle de directeur général qui prend les décisions stratégiques. Des fois c'est un poste qui est séparé en deux, donc il y a le président et le directeur général. Quand vous êtes un actionnaire important d'une entreprise, donc que vous possédez une quantité importante de parts de cette entreprise, vous avez accès à ce qu'on appelle le conseil d'administration de cette entreprise. Il a lieu une fois par an seulement, où en gros vous pouvez participer à la détermination des objectifs majeurs, qui sont généralement des objectifs financiers, qui sont demandés par les actionnaires, pour faire monter le cours de l'action ou les dividendes, pour enrichir les actionnaires et enrichir l'entreprise. Donc voilà, là on a vu un petit peu la notion d'actionnaire, et je vous ai expliqué que du coup, les personnes en fait produisent beaucoup plus d'excédent de valeur ajoutée aujourd'hui, grâce aux machines, grâce à l'avancée technologique, mais que on n'est pas à l'échelle individuelle récompensé à la juste valeur de ce qu'on produit par rapport à avant. Donc ça veut dire que les gens sont pauvres un petit peu. Ils sont pauvres par rapport à ce qu'ils devraient être réellement, par rapport à ce qu'ils produisent. Donc l'actionnaire, il touche les excédents de valeur ajoutée qui sont produits par les salariés au sein d'une entreprise. Un salarié qui est productif, il pourrait bien toucher des primes ou ce que l'on appelle un 13e mois, mais il ne va pas forcément toucher le réel excédent de valeur ajoutée qu'il aura produit, qui représente des sommes absolument colossales, hein, parce qu'aujourd'hui, un être humain, c'est beaucoup plus productif qu'avant la révolution industrielle, par exemple. Et une entreprise, ça brasse aussi des sommes qui sont indécentes. Les budgets d'entreprise, c'est une entreprise de 4 personnes, ça peut être son budget annuel, ça peut être 1,5 million, par exemple. C'est vraiment aberrant par rapport à l'échelle individuelle d'une personne. Et le système de l'État, il rend plus contraignant pour une entreprise de payer des primes à ses salariés, de reverser la valeur ajoutée directement à ses salariés, plutôt que de verser des dividendes à ses actionnaires grâce aux excédents de valeur ajoutée. L'État, il rend plus contraignant ça, parce qu'il y a plus de taxes sur les paiements des salariés, et une prime en plus, ça fait pas augmenter le cours de l'action. Alors qu'un % de dividende supplémentaire, c'est tout de suite plus intéressant pour faire augmenter le cours de l'action, enrichir les actionnaires et l'entreprise. Et pourquoi l'État, il fait rien ? L'État fait rien parce que les gens qui ont le pouvoir de changer les choses, en fait, ils sont tous actionnaires. Les hommes politiques sont tous actionnaires, mais ils ne le vous disent pas forcément. Les milliardaires le sont bien évidemment. Et d'ailleurs, il faut que je vous parle d'un truc. Je vais faire une petite aparté sur le président de la République, monsieur Emmanuel Macron. Parce que pendant la préparation de ce podcast, j'ai voulu consulter son portefeuille d'actions en bourse sur le site internet de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Attention, qui a l'obligation de publier toutes les déclarations de patrimoine des hauts fonctionnaires de l'État français. Donc si vous voulez vous présenter à l'élection présidentielle ou des choses comme ça, voilà, vous êtes obligé d'être, entre gros guillemets, transparent avec la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Voilà, entre guillemets, parce qu'on va voir ce que j'ai découvert. Donc j'arrive sur le site, c'est magnifique, petit drapeau français, blabla, page d'accueil. C'est très bien fait. Je tape Emmanuel Macron dans la barre de recherche. Étonnamment, beaucoup de mal à tomber sur lui. J'ai dû taper son nom en entier pour avoir la proposition dans la barre de recherche. Bref. Et je tombe sur
un fichier à télécharger qui date de la dernière campagne présidentielle de 2022 pour laquelle il avait dû donc déclarer son patrimoine, ce qui est normal. J'ouvre le fichier et là, je tombe littéralement sur le cul. Donc, Emmanuel Macron a déclaré un patrimoine de 400 000 euros. Pour un mec qui a été banquier d'affaires pendant 4 ans et secrétaire général adjoint de l'Élysée pendant 2 ans, ministre de l'économie et des finances pendant 2 ans, puis président de la République française pendant 5 ans, jusqu'en 2022, 400 000 euros, ça me paraît très peu. Voilà, donc est-ce qu'il aurait oublié un ou deux petits zéros par-ci par-là? Je sais pas. Donc j'ai fait quelques petits calculs pour voir pourquoi, comment c'est possible qu'il a déclaré que 400 000 euros. Alors évidemment, 400 000 euros, c'est beaucoup. Mais pour l'échelle d'un individu qui a eu accès à des postes si importants jusqu'en 2022, c'est absolument irréaliste. Donc j'ai fait mes petits calculs. On va être gentil avec lui. Et on va faire comme s'il avait rien fait avant d'être président de la République. Donc le mec a 0 euros sur son compte et il devient président pendant 5 ans. Donc 2017, il a 0 euros, il devient président. Donc on a carrément ignoré le fait qu'il a été banquier d'affaires, secrétaire général et ministre de l'économie, ok? Donc déjà ça, juste ça lui a rapporté beaucoup d'argent, mais on l'ignore pour faire un petit calcul. Le salaire du président de la République, il est public. Donc quand tu es président, tu touches 13 500 euros net par mois avec un petit taux d'épargne de 100%, car tu es nourri, logé, transporté gratuitement par les impôts des Français. Ça, c'est pratique. Donc en 5 ans, il a touché du coup 5 fois 12 mois à 13 500 euros, a priori. Et là, ma calculette, elle m'affiche 810 000 euros. C'est bizarre, parce que sur sa déclaration de revenus, il y avait marqué 400 000 euros. Alors, soit il est passé au casino, il a tout claqué, ce qui m'étonnerait du personnage, soit, en fait, on se fout bien de votre gueule, et sa déclaration de patrimoine a été frontalement falsifiée pour pas qu'on voit qu'il possède tout un tas d'actions en bourse. Ou sinon, il a transféré tout son capital à Brigitte le temps d'un contrôle pour passer ni vu ni connu sous les radars du public. Parce que Brigitte, elle n'est pas gouvernement juridiquement parlant, donc elle n'est pas obligée de publier sa déclaration de patrimoine. Donc on comprend que Emmanuel Macron, c'est un petit coquin et il veut pas nous montrer toutes ses actions en bourse. Parce que normalement, il est obligé de les déclarer dans son patrimoine. Même, il doit déclarer tous ses biens, toutes ses propriétés. Et s'il a gagné 810 000 euros au cours de son mandat, d'ailleurs 810 000 euros qu'il n'a pas eu besoin de dépenser dans de la nourriture ou des déplacements, a priori, on devrait le voir sur sa fiche de déclaration. En plus de l'argent qu'il avait gagné avant cette activité présidentielle. Donc voilà. Et en fait, on le voit très bien, Macron, que tu as des costards et des montres à 70 000 euros. Et, et je comprends pas, en fait. Enfin, je comprends un petit peu, mais je pense qu'il a peur qu'on voit qu'il a 500 000 euros d'actions LVMH ou des choses comme ça. Parce que du coup, ça nous explique que les politiques nous cachent des choses. Et ils nous cachent des choses pour pas qu'on voit qu'ils ont des actions, par exemple, dans des groupes qui appartiennent à des milliardaires qui sont leurs amis ou des choses comme ça. Je suis sûr qu'ils possèdent en secret des actions LVMH, des actions d'autres milliardaires comme Bernard Arnault ou Vincent Bolloré ou d'autres. Et voilà. Et j'ai aussi, par curiosité, voulu rechercher le patrimoine de notre ancien Premier ministre Gabriel Attal. Et en fait, il a toujours pas été déclaré. Donc le mec a passé 6 mois à un des postes les plus importants du pays. Et la haute transparence n'a toujours pas publié son patrimoine. Voilà, ça c'était une grosse parenthèse au final sur le fait que vraiment les politiques et les milliardaires sont bien liés, c'est juste qu'en fait ils ne le vous montrent pas. Et avec tout ça on comprend du coup
que les travailleurs d'aujourd'hui, ils sont pas rémunérés à la quantité ou à la qualité du travail fourni, donc les travailleurs, les salariés d'entreprise, mais ils ont une rémunération qui est fixe, donc leur salaire, qui certes leur apporte plus de sécurité et moins de risques en cas de crise, parce que leur salaire est constant, il ne varie pas. Mais croyez-moi que si tout l'excédent de valeur ajoutée qu'ils produisent, il leur était reversé aux salariés, en fait, tous les salariés seraient extrêmement riches et on serait tous riches. Sauf que le système, il est fait comme ça et on peut rien y faire. Donc la France est un pays de pauvres. En fait, vous êtes tous pauvres parce que le salaire médian en France, c'est 24 410 € par an. Ça veut dire que tu travailles un an, tu vis, donc tu dépenses de l'argent pour tout ce qui est alimentaire, l'énergie, le logement, les activités. Et à la fin de l'année, tu peux même pas t'acheter une Clio neuve. Ça, c'est vraiment... C'est exceptionnel, c'est nul. C'est vraiment nul. Et j'ai regardé aussi le salaire moyen d'une personne qui a fait un bac+5 au bout de 3 à 5 ans dans le monde du travail. Donc qui a sacrifié 5 ans de sa vie à accumuler du savoir dans une formation bac+5 sans gagner un rond. Et ce salaire, au bout de 3 à 5 ans d'expérience en plus, c'est 28 800 à 39 600 € net par an. Voilà. C'est vraiment nul à chier. Je fais une petite pause sur ça pour vraiment que ça marque les esprits. Et pour ceux qui pensent que c'est déjà pas mal, remettez-vous en question. L'État français, il a cassé vos standards, en fait. Donc, vos références en termes de salaire, elles sont biaisées. Pour vous donner un ordre d'idée, une maison familiale en ville, en France, là, c'est une moyenne sur n'importe quelle ville de France, même pas à la campagne, hein, c'est entre 500 000 et 1,5 million d'euros. Donc 0,5 et 1,5 million d'euros. Et donc là, ces gens-là qui ont fait bac+5, puis 3 à 5 ans dans le monde du travail, ils gagnent entre 28 800 et 39 600 € par an. En salaire net, hein, on parle toujours en salaire net. Et votre capacité d'épargne, évidemment, elle n'est pas égale à celle de votre salaire. Vous n'êtes pas président de la République, vous, on ne vous paye pas votre voiture, on ne vous paye pas votre bouffe, vous n'avez pas un logement absolument somptueux avec un cuisinier personnel et tout. Donc on va dire que vous arrivez à épargner les 2 tiers. Et que le 1 tiers restant, vous en avez besoin pour vivre et vous déplacer. En disant 2 tiers, je suis absolument très généreux. Hein, parce qu'en réalité, c'est pas 2 tiers que vous arriverez à épargner. Donc ça veut dire qu'il vous faudra, j'ai fait un petit calcul, il vous faudra 19 ans pour acheter la maison la moins chère de l'intervalle qu'on vient de voir. Donc celle de 500 000 €. C'est la moins chère. Il vous faudra 19 ans avec un salaire de personne qui a fait 5 ans d'études pour acheter la plus petite maison de la moyenne. On a fait l'hypothèse que vous mettiez 2 tiers de votre salaire uniquement dans l'achat de la maison. Est-ce que vous pensez que ça, c'est normal? Ça, c'est vraiment normal? Moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même une grosse couille dans le système. Et moi, c'est là que j'interviens, en fait. Enfin, on y vient, et c'est pour ça que j'ai créé ce podcast. Je vais vous proposer la solution, l'unique solution, selon moi, à absolument tous les problèmes dont on a parlé depuis le début de ces 2 parties de podcast. C'est-à-dire le déclin de l'Occident, le contrôle des élites, des politiques, des milliardaires, et le fait que vous êtes appauvris, que tout l'excédent de valeur ajoutée se dilapide et ne finit pas finalement dans votre poche. Car j'aime bien parler des problèmes de ce monde pour vous rendre conscient de ce qui se passe. Mais il n'y a rien qui m'énerve plus que les gens fatalistes qui vous disent que tout va mal sans proposer de solution. C'est d'ailleurs une méthode bien utilisée par les médias pour vous castrer par la peur et la frustration. Et avoir plus de contrôle sur vous, en fait. Parce que l'homme et l'être humain est un être d'émotion. Alors, ma solution, la voici. En fait, le système actuel est fait comme ça, avec les actionnaires qui récupèrent tout le cash, les hommes politiques qui sont eux-mêmes actionnaires, et les milliardaires actionnaires de leurs propres entreprises. Et on peut rien faire à ce système parce qu'on n'a pas assez de pouvoir. À l'époque, on avait des fourches et les armées, elles avaient des épées.
On pouvait encore rivaliser. Aujourd'hui, on va pas prendre la Bastille, on va pas faire une révolution avec une batte de baseball contre des FAMAS, en fait. Ça a fonctionné il y a 300 ans, quand les technologies des armées, elles étaient pas bien dangereuses. C'était pas plus dangereuse qu'une vieille fourche de paysan qui a remué le foin pendant 50 ans, en fait. Et donc, nous, notre solution, c'est tout simplement de passer du côté des actionnaires, de faire passer un maximum de monde, un maximum de population, un maximum de volume du côté des actionnaires. C'est pour ça que je m'appelle le passeur, je vais vous faire passer du côté des actionnaires. Et là, vous allez me dire, ah, mais le passeur, t'es un peu hypocrite. Regarde, tu critiques les actionnaires pendant tout un podcast et tu nous dis que devenir actionnaire, ça va appauvrir encore plus les autres, blablabla. En fait, si vous restez coincé dans une mentalité de gens qui subissent, le résultat va toujours être que les actionnaires seront de moins en moins nombreux, parce que vous voudrez pas faire partie des actionnaires, et l'écart entre les actionnaires et les non-actionnaires va s'agrandir encore plus, et ils vont accroître leur pouvoir, le pouvoir qu'ils auront sur vous, en fait. Donc, il faut plus d'actionnaires citoyens pour réduire l'écart entre les super riches et les autres. On va recréer une classe moyenne, on va faire en sorte que ceux qui le méritent vraiment redeviennent réellement riches. Car si tout le monde devient riche, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que plus personne ne voudra payer les métiers de base, faire les métiers de base qui sont pas assez bien payés, donc les agriculteurs, les métiers manuels et les premières nécessités. Il y aura plus personne pour faire ces métiers-là, donc on va assister à une diminution de la demande d'emploi dans ces secteurs, donc une raréfication au final de ces emplois. Sauf que les gens qui sont réellement passionnés, ils vont rester sur ces emplois. Et ils vont être de plus en plus rares, donc ils vont augmenter en termes de rémunération, leur salaire va augmenter parce qu'ils seront plus rares. C'est toujours des mécaniques d'offre et de la demande. Et dans un système capitaliste, ça fait fonctionner l'offre et la demande à bon escient. Si tout le monde devient riche, les gens qui ne sont pas réellement intéressés par ces métiers, qui le font par la contrainte, ils vont arrêter de le faire, les autres vont continuer, et ils vont devenir plus rares, ils vont voir leur salaire augmenter. Donc en fait, si tout le monde devient plus riche, ça rendra aussi les pauvres plus riches. Et ça va surtout augmenter le niveau de pouvoir et de souveraineté du peuple. Parce que l'écart entre le peuple, les moyennes de richesse et les gens qui nous contrôlent actuellement, il sera réduit. Cet écart sera réduit. Et tout le monde sera plus prospère. Donc ça veut dire que si toi qui m'écoutes là, t'investis en action, t'investis pour le bien, pour ton bien à toi personnellement et pour le bien du peuple. Tu vas investir pour le bien des gens qui investissent pas en fait, des gens qui n'ont pas envie d'investir. Tu vas investir pour eux aussi en fait. Et c'est une vision qui est assez utopique que je vous présente là, qui pourra pas être atteinte immédiatement, mais c'est pour vous donner une idée des conséquences que ça pourrait avoir sur l'économie. Et on observe qu'au lieu de rabaisser tout le monde au même niveau, en augmentant constamment le SMIC comme le fait l'État français, d'ailleurs le SMIC qui est passé j'ai regardé les chiffres, 2440 € brut par mois en 2014 à 1760 € en janvier 2024. Au lieu de rendre tout le monde à égalité en augmentant ce SMIC, tout le monde va se tirer vers le haut automatiquement grâce au principe du capitalisme, de la loi de l'offre et de la demande, comme je viens de l'expliquer. Alors attention, par contre, je dis pas que vous allez devenir super riche avec la bourse en un claquement de doigts. Mais si vous respectez certains principes de base et que vous vous armez de patience sans entrer dans de la pure spéculation en bourse, ce sera plus simple que ce que vous pensez pour voir son capital grossir en fait, pour avoir plus de pouvoir. Donc l'actionnariat citoyen, c'est une révolution qui est économique, une réelle révolution au sens que les actions, c'est les fourches du peuple. Les actions peuvent devenir les fourches du peuple au XXIe siècle. Et c'est super, car on est dans une période où l'accès à l'investissement en bourse, dans des actions, il est de plus en plus accessible grâce à Internet. On est dans une société où l'argent fait le pouvoir, donc redonnons le pouvoir au peuple.
au peuple, redonnons l'argent au peuple, redonnons les excédents de plus-value au peuple, parce que en suivant le mouvement de ceux qui se protègent avec les actions, vous allez vous protéger vous aussi. En fait, c'est facile, il faut utiliser les techniques de ceux qui nous contrôlent pour nous-mêmes acquérir plus de pouvoir. Car en plus de fournir un excédent de plus-value, une action, c'est aussi une protection contre l'inflation. Ça, c'est aussi un cheat du fait d'être actionnaire dont je ne vous ai pas encore parlé. C'est-à-dire que la Banque Centrale Européenne ou n'importe quelle banque centrale, elle imprime de la monnaie, elle imprime des euros. Donc il y a plus d'euros en circulation. Donc chaque euro est moins rare par définition. S'il y a 10 euros en circulation et que j'imprime encore 10 euros, bah, mes 10 euros vont devenir 2 fois plus rares. Donc j'aurai une inflation de 50%. Mais c'est le même principe. Sauf que si vous utilisez vos euros pour acheter une action, l'action, elle perd pas de valeur quand la BCE, elle imprime. La BCE, elle n'a pas d'influence sur la valeur de votre action. Elle peut pas imprimer des actions en bourse. C'est impossible. En fait, c'est comme ça que les hommes politiques et les milliardaires, ils se protègent de l'inflation, ils continuent de faire imprimer de l'argent pour vous appauvrir vous. Parce que l'État, il fait quoi? Il imprime de l'argent. L'argent, par différents processus, l'argent qui est imprimé, il est réinjecté à travers les banques, il est réinjecté dans l'économie. Ou l'État peut imprimer de l'argent pour rembourser sa dette ou pour faire des programmes de relance. Mais en fait, tout ça, c'est de l'argent qui circule et qui revient dans les entreprises, en fait. C'est de l'argent que vous allez récupérer dans votre poche et que vous allez redépenser. En tout cas, la moyenne des gens va faire ça. Ils vont les redépenser où ça? Dans les entreprises qui vont refaire cet excédent de valeur ajoutée. Donc, l'argent qui est imprimé par l'État va faire diminuer la valeur globale de tout l'argent qui est dans vos comptes, qui est dans vos livrets A, tout ça, ça c'est l'inflation, pour aller directement dans la poche des actionnaires. Donc en fait, quand la BCE imprime de l'argent, elle enrichit les actionnaires et elle appauvrit les gens qui ne sont pas actionnaires finalement, des gens qui gardent leur argent sur des comptes. Donc voilà, ça c'est un énorme avantage des actions en bourse. C'est qu'en fait, l'argent qui est imprimé par la banque centrale, il va être récupéré, il va être capté par les entreprises et donc par les actionnaires. Donc, en utilisant leurs techniques, vous allez à la fois vous protéger protéger votre argent, votre capital, et en plus le faire grossir par le biais d'un excédent de valeur ajoutée. Et imaginez dans 10, 15, 20 ans le pouvoir que pourrait avoir seulement, par exemple, 100 personnes qui investissent en bourse à partir de maintenant et qui décident de s'associer en tant qu'actionnaires pour prendre des décisions au sein des entreprises, au sein des conseils d'administration, en tant que simple citoyen. On peut réunir bien plus que de monde que ça en plus. C'est-à-dire que des citoyens vont pouvoir, si on fait cette révolution économique, cette révolution 2.0, si on fait tout ça, les actionnaires vont pouvoir, les citoyens vont pouvoir eux-mêmes prendre des décisions au sein des entreprises qui régissent un petit peu nos économies, notre société. Et le meilleur dans tout ça, c'est que vous pouvez choisir de devenir actionnaire soit en créant vous-même une entreprise qui fonctionne, et dans ce cas, vous serez l'unique actionnaire de votre entreprise, parce que vous pouvez vous-même créer une entreprise et créer des actions, enfin entre guillemets des actions où vous reversez des dividendes. Soit vous pouvez rester salarié, comme si vous l'êtes déjà, et construire un portefeuille d'actions avec votre épargne au fur et à mesure que vous réussissez à mettre de côté au final. Parce que nous, en Occident, on est les pros de mettre de l'argent de côté. Mais le problème, c'est qu'en France et en Europe en général, je parle pas de l'Angleterre du Royaume-Uni, je parle juste des pays européens. De manière générale, on arrive à épargner, mais on ne sait pas vraiment réinvestir cet argent, on ne sait pas le protéger à travers des actions. Donc on se le fait voler par les banques centrales, en fait.
Mais du coup, si l'accès public à la bourse et aux actions est un vecteur de révolution par les finances personnelles, pourquoi les États laissent donc l'accès au peuple à la finance et, et pourquoi les milliardaires et les politiques laissent cet accès-là? Ils le font car c'est une liberté fondamentale, le fait de pouvoir devenir actionnaire, qui respecte des principes capitalistes de propriété individuelle et qui régissent notre société actuelle. Et les États, ils sont pas très inquiétés par cette révolution économique, cette révolution par les finances personnelles. Ils sont pas très inquiétés. Pourquoi? Parce que la bourse, c'est une arme que les peuples ne savent tout simplement pas manier. Ils savent pas la manier car soit ils finissent embobinés dans des objectifs de performance à court terme, de spéculation, ce qui au final enrichit les élites. Car là, on parle plus ici d'investissement au sens d'investir à long terme, mais on parle plus de trading, on parle plus de faire des échanges rapides à court terme. Et le trading, c'est un métier à part entière. C'est ce qui se passe par exemple avec les crypto-monnaies. On voit que les gens achètent du Bitcoin pas parce qu'ils croient à un projet, pas parce qu'ils croient à une nouvelle monnaie, parce qu'en fait, ils veulent gagner de l'argent en réalité. Et personne ne peut s'improviser trader sans avoir suivi des années de formation avec des traders et des banques. C'est un réel métier et vous pouvez pas vous improviser trader comme ça. C'est pas possible, vous allez perdre de l'argent. Et les traders particuliers, il y en a vraiment, le pourcentage qui gagne de l'argent est très très faible en fait. Très très faible. Donc soyez des investisseurs. Donc voilà, c'est une des premières raisons pour laquelle les États ne sont pas très inquiétés, parce que les gens sont souvent, au début ils veulent investir et ils sont souvent embobinés dans du court terme. Ou sinon c'est parce que les gens font de la merde tout simplement, par manque d'éducation financière en investissement. Ils se font avoir par les conseils miteux du banquier du village, qui vous dit que voilà, le livret A, justement, c'est l'investissement préféré des Français, ou parce qu'ils ont vu que c'était cool d'investir dans Renault, parce que les nouvelles Renault sont sympas, machin, les Renault électriques, machin, c'est stylé ou quoi, ou parce qu'en fait, ils ont pas de critères de sélection. Donc ces gens font beaucoup d'erreurs parce que l'État verrouille l'accès à la finance et à l'information financière. Et il faut se faire ses propres armes. Ces gens, ils font de la merde. Les gens qui investissent sans réellement savoir, ils font de la merde parce que l'État ne veut pas que tu transmettes ta connaissance financière aux autres si tu as réussi à en acquérir une qui est fonctionnelle et efficace. La preuve en est que comme j'ai pas passé de formation certifiante sur mon droit au conseil financier, l'autorité des marchés financiers, qui est un organisme de l'État, m'interdit, moi, de vous donner des conseils en finance et d'en donner à qui que ce soit. Mais je peux quand même vous présenter des outils, des stratégies, ou même mon portefeuille d'investissement de manière pédagogique sans pour autant en faire des conseils. C'est-à-dire que je devrais vous présenter objectivement pourquoi j'ai pris telle ou telle décision dans ma stratégie, sans vous inciter à faire la même chose que moi, sans vous dire je te conseille de faire ça comme ça. Et en fait, vous le prendrez comme vous voulez, au pied de la lettre ou avec des pincettes, comme vous voudrez. Et il faudra que je le fasse comme le ferait n'importe quel type. Non, pardon. J'ai pas le droit de le faire, en fait, comme le ferait n'importe quel type au bar. Parce que si je fais ça, je suis un méchant, je donne des conseils, donc c'est pas bien. Ça, c'est l'État qui a verrouillé, en fait, l'accès à la finance. Et dès qu'un citoyen a compris comment ça fonctionne, tout ça, et ben, il n'aura pas le droit de le transmettre en termes de conseils. Ce que n'a pas intégré l'AMF, donc l'autorité des marchés financiers, c'est que l'élève qui écoute ces conseils, il est libre de prendre en compte ou non les avis extérieurs sur sa stratégie. Et que si l'élève demande des conseils, c'est qu'a priori il n'est pas idiot et qu'il faut bien sélectionner en fait les personnes à qui vous demandez des conseils. Et si c'était le cas et que les gens sélectionnaient suffisamment bien les personnes à qui on demandait des conseils, il n'y aurait pas besoin de cette autorité des marchés financiers sur ce point-là. Par exemple, si l'État s'occupait lui-même d'éduquer financièrement son peuple à l'école, eh ben, on n'aurait pas besoin de l'AMF sur ce plan-là.
Donc je vais consacrer un certain nombre de podcasts à vous transmettre une éducation financière, car c'est ce dont les citoyens français manquent le plus. Et c'est le cas pour les Belges aussi et d'autres pays, hein, c'est pas que les Français. Et n'ayant personnellement pas pris spécialement la voie d'un parcours scolaire en lien avec la finance, du coup, j'ai jamais entendu parler d'actions en bourse de tout mon cursus scolaire. Ça, c'est pas normal du tout. Et pour acquérir une éducation financière, soit on passe du coup 5 ans de notre vie à faire des études de commerce après le bac, soit on est directement dans une famille riche, soit on se forme tout seul grâce à l'accès au savoir, grâce à l'économie de la connaissance. C'est l'avantage de notre société actuelle, c'est qu'on peut aller chercher l'information. On essaye des choses de son côté, on essaye des choses qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas, pour voir ce qu'on peut entreprendre et utiliser pour devenir actionnaire. Personnellement, n'étant ni issu d'une famille du monde de la finance et n'ayant pas envie non plus de passer 5 ans d'études de commerce, ça fait plus de 8 ans que je me forme et m'intéresse à la bourse. J'ai notamment testé de nombreux portefeuilles et possibilités. Et la performance actuelle de mon portefeuille en bourse, alors ça c'est des chiffres que j'ai pris quand j'ai préparé mon podcast. Mais c'était en octobre, il me semble. C'était 26%. Mon portefeuille a fait 26% depuis février 2024, ce qui dépasse de 8% la performance actuelle du S&P 500, pardon, l'indice américain de référence des 500 plus grosses entreprises du pays. En gros, c'est l'indice qui indique la santé du marché. Et si votre portefeuille dépasse la performance de cet indice, ça veut dire que vous êtes rentable, c'est-à-dire que vos stratégies, a priori, est rentable sur l'instant T. Et si on prend mes performances actuelles, par exemple, je les ai postées dans mon canal Telegram. D'ailleurs, rejoignez le canal si vous voulez voir plus d'informations sur les actions en bourse et sur mon portefeuille à moi. Sur la semaine qui vient de passer, sur la semaine dernière, pardon, j'ai pris 5,07% en plus. J'ai gagné 5%, alors que le S&P 500 a gagné 2,71%. Donc j'ai battu le S&P 500 de 2,36%. Voilà, tout ça c'est des pourcentages. C'est-à-dire que j'ai quasiment été 2 fois plus performant que l'indice de référence, alors que mon portefeuille est un portefeuille défensif, c'est-à-dire que j'ai des valeurs qui sont efficaces en cas de crise, surtout. Et j'ai même pas de crypto-monnaies qui sont très volatiles. Et si on prend l'indice du CAC 40, donc ça c'est l'indice français des 40 plus grosses entreprises cotées à la bourse d'Euronext Paris. Donc c'est un indice qui est assez bon pour indiquer la santé du paysage économique français. Lui, sur la même semaine, donc mon portefeuille a fait 5%, le S&P 500 a fait 2,7%, et le CAC 40 a perdu 0,4%. Voilà, donc la France a perdu 0,4%, les États-Unis ont gagné 2,7%, et moi j'ai gagné 5%. Dans mes futurs podcasts ou dans un format autre, je vous donnerai les outils que j'utilise à titre personnel pour construire votre propre portefeuille d'actions performantes en fonction de vos critères à vous, donc le portefeuille qui vous correspond. Donc je ne vous donnerai pas de conseils, je vous donnerai seulement des outils parce que je ne peux pas vous donner de conseils. Et je vais vous transmettre gratuitement mes 8 ans d'éducation financière que les autres formateurs en ligne font payer au moins 400 € la formation, si ce n'est plus, à l'heure où je vous parle. Parce que oui, j'ai fait mes petites études de marché. Et d'ailleurs, leurs formations ne sont pas forcément extrêmement complètes par rapport à ce que moi je vais vous proposer. Et tout ça gratuitement. Parce que en fait, j'ai réellement envie d'une révolution économique. Et il faut engager un actionnariat citoyen. C'est pour ça que vous devez rejoindre, vous devez rejoindre le canal Telegram, qui est disponible en description de ce podcast normalement. Voilà, rejoignez le canal. Vous allez avoir accès dans ce canal à des ressources pour analyser le marché
ou mon analyse sur la situation économique, par exemple. Voilà, je vais vous donner plein de références, de choses comme ça. Vous pourrez me poser des questions, interagir entre vous aussi. Vous allez pouvoir aussi me poser des questions auxquelles éventuellement je répondrai dans mon prochain podcast. Et vous pourrez réagir avec les autres auditeurs via Telegram pour mener votre révolution financière, pour commencer à vous renseigner pour investir. Et si vous avez des questions, voilà, si vous comprenez pas certaines choses sur la finance, venez vraiment vous informer, c'est super important pour la révolution financière, pour vous. Et à terme, je vous ferai une formation en bourse si suffisamment de personnes sont intéressées, si ce podcast a suffisamment d'intérêt et de succès, parce que ça va me prendre beaucoup de temps. Donc si c'est le cas, voilà, je vous ferai vraiment une formation très détaillée, tout ça gratuitement évidemment, pour que vous puissiez mener de manière sereine votre éducation financière, votre révolution financière, et utiliser l'argent de vos livrets à bon escient. Parce qu'il faut savoir que votre livret A, là, actuellement, la majorité de vos livrets, votre livret A, en fait, il gagne 2 à 3% par an, ce qui ne suffit pas à couvrir l'inflation en ce moment. Donc, vous perdez de l'argent malgré le fait que votre livret A vous rapporte un intérêt. Et ce livret A-là, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il a investi dans des obligations d'État françaises. Qu'est-ce que c'est des obligations d'État? Des obligations d'État, c'est un titre financier que un État ou une entreprise émet pour emprunter de l'argent, en fait. Donc, c'est de la dette. Donc, quand vous investissez dans votre livret A, quand vous mettez de l'argent dans votre livret A, vous investissez dans la dette française, vous investissez dans des obligations d'État françaises, et si l'État fait faillite, si l'État demain, si Emmanuel Macron demain fait une allocution et déclare que l'entreprise n'est plus capable, que l'État français, pardon, n'est plus en capacité de rembourser sa dette, et bah tout l'argent qui est disponible sur votre livret A, qui est disponible sur un certain nombre de vos livrets, va disparaître et va être absorbé par les banques qui ont prêté à l'État français. Voilà, tout simplement. Donc, sachez que c'est un placement qui est pas du tout safe. Pas du tout safe parce que l'État français est absolument pas en bonne santé financière et économique. Donc vraiment, je pense que si vous achetez des actions en bourse américaine, vous serez plus safe qu'avec un livret A. Vous serez plus en sécurité. Donc c'est pour ça que c'est super important de mener votre propre révolution économique, dans le sens où vous allez regagner du pouvoir par rapport aux classes supérieures qui nous dirigent. On va recréer une classe moyenne, et ça va avoir un effet positif sur toutes les autres personnes, les métiers et tout, qui sont pas forcément informés là-dessus, ou qui n'ont pas forcément la volonté de le faire. Et vous allez vous détacher de l'inflation, vous allez vous détacher des investissements dangereux qui menacent votre épargne et tout ce que vous avez mis de côté, en fait. Tout votre vie, toute votre valeur. Les flux financiers, c'est une importance qui est vraiment capitale, qui est vraiment, vraiment très, très importante pour tout ce qu'on fait, tout ce qui fonctionne dans notre société aujourd'hui. Donc, protégez-la et investissez-la intelligemment. Voilà, donc ce qu'il faut retenir de ce podcast, et ça va être un petit peu la leçon pour chacun de mes podcasts, c'est qu'il faut investir en vous. Investissez en vous. Là, dans votre éducation financière, investissez dans votre éducation financière, investissez dans les actions et dans tous les domaines, que ce soit dans la finance, mais aussi dans la santé, dans la spiritualité, investissez en vous. C'est un message que vous avez peut-être déjà entendu à travers d'autres podcasteurs, comme par exemple le Raptor. Mais je souhaitais vraiment signer ce podcast, moi, pour inciter de mon côté sur l'aspect financier de l'investissement en soi. Ce qui se fait peut-être un petit peu moins ailleurs, mais c'est pas grave. On va y aller, on va faire cette révolution financière. Et pour moi, les 3 domaines essentiels
au bon développement d'un être humain, à un bon développement personnel, parce qu'après il y a aussi un développement autour de la famille, des proches et tout ça. Pour moi, le développement personnel, c'est le corps, l'esprit et la prospérité. L'esprit dans le sens de la spiritualité, la religion, etc. Le corps dans le sens de la bonne santé, c'est la chose la plus importante. Et la prospérité dans le sens de se sentir bien matériellement, mais que ce soit aussi spirituellement, de se sentir libre. Et nous, c'est sur ce point-là qu'on va se concentrer. Donc prenez soin de votre santé, éduquez-vous et menez votre révolution financière et celle de vos proches et celle au final du peuple. J'espère que vous aurez compris ma philosophie au cours de ces 2 premières parties de ce premier podcast, qui est un essai. Il m'a pris beaucoup de temps à préparer, car c'est un réel travail de structurer toute sa pensée comme ça. Je l'ai jamais vraiment fait sur papier. Mais je laisserai sûrement plus d'espace à l'improvisation, parce que là, du coup, j'avais quand même une ligne directrice assez claire. Je laisserai plus d'espace par la suite à l'improvisation sur les sujets suivants. Et je voulais vraiment m'assurer que vous compreniez bien ce que je défends et ce que je dénonce à travers cette première ébauche. Et les podcasts suivants iront plus en profondeur sur des sujets précis que j'ai pas assez développé ici. J'essaierai de publier à peu près toutes les semaines un podcast. Et vous aurez plein d'infos sur le Telegram. Donc vraiment, venez sur Telegram. Lien en description, venez. Et voilà, c'est gratuit. J'ai rien à vous vendre. Venez sur Telegram. Voilà. Merci d'avoir écouté le podcast. On se retrouve sur Telegram ou dans le prochain podcast. Bonne journée ou bonne soirée à vous. Et on se revoit au prochain podcast. Ciao.